Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour à tous. Je suis votre animatrice Lynn et je suis une alcoolique. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Notez que l'émission vous est offerte en 4 segments. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse et ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Donc aujourd'hui, nous recevons, comme à chaque semaine, un invité, membre de cette fraternité, qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de rétablissement. Alors, je vous présente Hugo. Je vais te céder la parole. Tu peux commencer. Merci. Ouais, merci Lynn. Salut tout le monde. Je m'appelle Hugo, je suis un alcoolique. Donc c'est ça, je vais me lancer directement. Quand je me nomme comme alcoolique, moi, ça m'a pris un moment avant de pouvoir m'identifier, en fait. J'ai aussi d'autres dépendances, comme la toxicomanie. Ça a été beaucoup plus facile de m'identifier parce que c'est assez évident comme problème. Tandis que, c'est ça, l'alcool, ça a été comme un peu plus long. C'est vraiment avec l'aide du gros livre que j'ai réussi à m'identifier. Dans le gros livre, on a, dans les premiers chapitres, l'opinion du médecin, autres données sur l'alcoolisme. Puis c'est un peu avec ça que tu identifies c'est quoi la maladie, c'est quoi le problème. Puis c'est ça, quand on parle d'une allergie physique doublée d'une obsession mentale, je le comprenais pas exactement au début, mais avec l'aide de mon parrain, c'est comme là que ça l'a rentré un peu plus. Puis c'est avec ça, je pense que j'ai comme complété la compréhension et de faire aussi ma première étape. Le terme allergie, je trouvais ça un peu spécial. Pour moi, une allergie, c'est quelque chose qu'on voit. Là, quand tu es allergique aux noix, ta gorge va enfler, tu vas avoir de la misère à respirer. C'est comme assez flagrant. Fait que je voyais pas exactement comment ça s'appliquait à l'alcool, mais à un moment donné, j'ai entendu une allergie, c'est simplement une réaction anormale à une substance. Fait que il a fallu que je me pose la question, c'est quoi la norme concernant l'alcool? C'est comment que les gens consomment? Puis une chose, en fait, que j'ai remarqué, c'est que les gens qui boivent normalement ont absolument la capacité d'arrêter à n'importe quel moment. Du moment qu'ils prennent leur premier verre, ils peuvent décider d'arrêter. Ils ont un contrôle sur leur quantité, ils ont un contrôle sur le moment où ils arrêtent. Puis dans mon cas, ça n'a jamais vraiment été le cas. Là. Moi, du moment que je prends mon premier verre, ça trigger, ça déclenche une allergie, ça déclenche un phénomène où j'ai pas de contrôle sur la quantité que je prends, puis le moment où j'arrête. Ça déclenche une obsession, puis vraiment, je perds... Ma volonté devient complètement inutile par rapport à tout ça. Puis tu sais, ça en soi, ça serait peut-être pas un problème si grave que ça, au sens où les gens qui ont des allergies justement sur les noix sont capables de vivre une vie quand même en toute sécurité, là, s'ils font attention, parce qu'ils n'ont pas d'obsession de prendre des noix. Donc, mon problème vient pas mal du fait que j'ai une obsession mentale qui fait que même si j'ai pas pris mon premier verre, je vais toujours finir par trouver la façon de me convaincre que c'est une bonne idée de prendre mon premier verre, que cette fois-ci, ça va être différent. Que cette fois-ci, je vais avoir le contrôle sur la quantité que je vais prendre puis le moment où je vais arrêter de consommer. Donc, le cœur un peu de cette maladie-là, pour moi, se trouve dans l'obsession mentale. Puis c'est la combinaison, finalement, de ces deux choses-là qui font en sorte que, je suis impuissant devant l'alcool. Ma volonté est absolument inutile devant l'alcool. Laissé à mes propres moyens, je vais toujours finir par prendre mon premier verre, je vais toujours finir par perdre le contrôle. Donc, c'est ça, la première étape que j'ai admis que j'étais impuissant devant l'alcool, que j'avais perdu la maîtrise de ma vie. Je pense que ça s'est fait à travers l'actif, ça s'est fait à travers la souffrance, à travers comme des constats d'échec,
d'essayer de contrôler ma consommation, d'essayer de diminuer ma consommation, éventuellement même d'essayer d'arrêter, puis de me rendre compte que j'en étais absolument incapable. Et ça, ça a fait que j'ai comme pas le choix à un moment donné de faire, je suis impuissant devant l'alcool. Là, fait que peut-être pour m'identifier un petit peu, la première fois que moi j'ai consommé, j'avais comme 12 ou 13 ans. Puis ma soeur, elle avait du peach schnapps dans sa chambre. Puis elle est plus vieille que moi un peu. Moi, j'avais de la difficulté à m'endormir. J'étais anxieux en préadolescent. Ça se pognait souvent chez nous. Fait que c'est ça. J'avais une difficulté à m'endormir. Puis à un moment donné, je sais pas pour quelle raison, mais j'ai eu comme l'idée de juste prendre 1 ou 2 gorgées de peach schnapps. Puis ça l'a immédiatement calmé l'anxiété. Ça a fait en sorte que j'ai pu m'endormir. Donc c'est ça. J'avais un problème, j'ai trouvé une solution. J'ai adopté la solution par la suite. Ça n'a pas été comme nécessairement si fréquent que ça au début. Mais immédiatement, j'avais comme une relation à l'alcool qui était anormale. En rétrospective, à l'époque, je ne le savais pas. Comme enfant, je ne savais pas que j'étais en train de m'auto-médicamenter, mais c'est ça qui était en train de se passer. Donc, c'est ça. Ensuite, au secondaire, j'ai eu mes premières fêtes, les premiers parties, les premières fois où j'ai pu consommer plus de quantité avec d'autres gens. Puis immédiatement, ça a été comme... moi, je compare un peu ça. J'ai entendu ça dans un meeting anglais l'autre jour, puis je trouve que c'est vraiment une bonne image. Tu sais, quand il y a une fan qui roule en background pendant comme des heures, puis à un moment donné, tu l'entends plus, tu sais même plus qui est là. Puis à un moment donné, la fan, elle arrête. Puis là, tu fais comme « Ah, my God, ça fait du bien, ça, tu sais. » Puis pour moi, le premier verre, ça l'a fait un peu ça, en fait. Ça a fait comme... Aïe, il y avait quelque chose qui roulait en background, une anxiété, puis d'un coup, ça s'est calmé. T'sais. Fait que j'ai aimé l'effet immédiatement. J'ai recherché à répliquer cet effet-là le plus souvent possible. Puis c'est ça. Encore là, je réalisais pas vraiment que c'était anormal comme façon de consommer, que les autres... j'imagine que les autres n'avaient pas nécessairement ce type d'effet-là. Les autres recherchaient pas de se saouler ou ils recherchaient pas le blackout. Moi, c'était systématique. T'sais. Fait que ensuite, j'aurais pu avoir comme des avertissements que ma consommation était anormale ou que j'étais un alcoolique. Par exemple, j'ai quitté le foyer familial, j'avais 18 ans. J'étais allé à Chicoutimi pour étudier. Le Saguenay, ça boit très, très bien. Les gens savent boire là-bas. Puis, dans le domaine dans lequel j'étudiais, on avait besoin de passer un certificat médical. Puis, à un moment donné, j'étais un renouvellement du certificat. Puis, le médecin demande c'est quoi ma consommation par semaine. Puis, immédiatement, dans ma tête, je me fais comme, OK, je vais couper ma consommation en 2, mettons, parce que je veux pas... Encore là, je trouve pas ça normal de mentir à un médecin, mais... Fait que là, j'ai dit le chiffre, puis il fait hey, ça frôle l'alcoolisme, ça. Puis je fais comme, ah ouais. Vraiment, ça m'a surpris. Puis dans ma tête, ça a fait, il est stock-up, il est déconnecté. Là. C'est pas lui, là, c'est pas moi qui ai un problème, là, c'est lui qui comprend pas que tout le monde consomme de même. Là, donc, je le voyais pas. T'sais. Après ça, j'ai travaillé dans ce domaine-là en Ontario. C'était un milieu qui était difficile. Moi, j'ai cette tendance-là aussi à rester dans des environnements qui me conviennent pas, à pas être capable de mettre mes limites, à rester dans des situations un peu abusives avec des gens qui ne me respectent pas, mais à cette époque-là, mon estime était vraiment faible. Puis je restais là, en fait, par besoin d'approbation, par besoin d'être valorisé au travers du regard de l'autre. Puis l'alcool m'accompagnait encore, puis c'était rendu vraiment quotidien. C'était ma façon le soir comme de décompresser de cet environnement-là que je trouvais difficile. Puis je commençais à me dire que il faudrait que je contrôle plus, faudrait que je diminue, faudrait que je fasse attention. Puis c'est là que j'ai commencé aussi à mettre des stratégies en place pour essayer de contrôler. Fait que acheter moins, des quantités plus petites, acheter des pourcentages plus faibles. Pas boire avant telle heure, tous des trucs que probablement plusieurs d'entre nous ont déjà essayé. Puis c'était des règles qui
finalement été faite pour être bafouée la semaine suivante. Là, ça tenait jamais vraiment longtemps. Fait que ça a commencé à un peu m'inquiéter, mais pas plus que ça, parce que c'était ma solution. J'en avais pas d'autre solution à ces états-là intérieurs, ces états de détresse émotionnelle, finalement. Là. J'en avais pas d'autre solution. Fait que c'est resté l'alcool. Puis, j'ai commencé aussi à vivre de la culpabilité parce que des fois, je me pointais à la job un peu le lendemain de brosse, puis je me le faisais dire, que ça sentait, puis j'étais gêné au bout de ça. Je vivais de la culpabilité. Puis avant ça, la culpabilité par rapport à la consommation, j'en avais eu un peu quand j'étais chez mes parents encore, chez ma mère. Quand mes parents s'étaient séparés, je restais avec ma mère. Puis, elle me le disait souvent que ma consommation était problématique. Mon père est alcoolique, fait qu'elle avait peur, évidemment. Mais dans ma tête, encore une fois, ma mère capotait un peu à cause du problème de mon père. Fait que je pensais pas que c'était vraiment moi qu'elle voyait. C'était plus une inquiétude qui était pas fondée, blablabla. Donc, j'ai senti de la culpabilité d'avoir fait vivre des choses à ma mère, mais même là, c'était pas si pire. C'est pas mal à ce moment-là, quand j'étais en Ontario, que ça a commencé vraiment à embarquer la culpabilité en lien avec la consommation. Puis, c'est ça. Encore une fois, j'ai pas pris cette situation-là comme un avertissement que je pouvais avoir un problème. J'ai continué à consommer. J'ai été à Québec. À Québec, je me suis fait arrêter pour conduite faculté affaiblie. Donc ça a été une grosse drop. J'ai eu à ce moment-là un casier judiciaire qui s'en venait. Je n'ai pas encore passé en cours, mais ça s'en venait sérieux. Puis le domaine dans lequel je travaillais, j'avais peur de ne plus pouvoir l'exercer. Donc, à ce moment-là, ma consommation a pris comme une autre tournure. Oui, hein? C'est déroutant, sournois, insidieux, l'alcool. On va s'arrêter pour une pause, Hugo, et on va revenir tout de suite après. Merci. Merci. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour à vous. Je suis l'animatrice Lynn, en compagnie de notre invité Hugo. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je vais vous lire un texte que Hugo nous a choisi dans le gros livre qui s'intitule « L'expérience spirituelle ». Les expressions « expérience spirituelle » et « réveil spirituel » sont souvent utilisées dans ce livre, lequel, si on le lit attentivement, nous révèle que le changement de personnalité qui suffit à entraîner le rétablissement de l'alcoolique s'est manifesté de diverses façons chez nos membres. Il est vrai, par contre, que la première édition avait donné à un nombre de lecteurs l'impression que ces changements de personnalité ou ces expériences religieuses devaient être des bouleversements soudains et spectaculaires. Heureusement pour tous, cette impression est fausse. Un certain nombre de changements révolutionnaires subis sont décrits dans les premiers chapitres. Bien que nous n'ayons pas eu l'intention de donner cette impression, un grand nombre d'alcooliques ont quand même conclu que, pour arriver à se rétablir, ils devaient accéder immédiatement et hors de tout doute à une conscience de la présence de Dieu, aussitôt suivie par un changement profond dans leurs émotions et leur vision de la vie. Parmi les milliers de membres de notre association en croissance rapide, les transformations de ce genre, bien que fréquentes, sont loin d'être la règle. La plupart de nos expériences sont, ainsi que le désigne le psychologue William James, du type éducatif, parce qu'elles se font lentement sur une certaine période de temps. Très souvent, les amis du nouveau membre s'aperçoivent bien avant celui-ci du changement qui s'est produit. Ils constatent finalement qu'il a subi un profond changement face à sa réaction à la vie et qu'il aurait difficilement pu y arriver uniquement par ses propres moyens. Même plusieurs années de discipline personnelle peuvent rarement entraîner l'évolution constatée après quelques mois. À quelques exceptions près,
nos membres s'aperçoivent qu'ils ont découvert les ressources intérieures insoupçonnées qui deviennent pour chacun d'eux leur conception d'une puissance supérieure. La plupart d'entre nous croyons que cette conscience de la présence d'une puissance supérieure à nous-mêmes constitue l'essence même de l'expérience spirituelle. Les plus religieux d'entre nos membres parlent de conscience de la présence de Dieu. Nous désirons insister sur le fait que tout alcoolique peut se rétablir s'il est capable de faire face honnêtement à ses problèmes à la lumière de notre expérience, pourvu qu'il ne ferme pas son esprit au concept d'ordre spirituel. Il ne peut pas réussir en adoptant une attitude d'intolérance ou de rejet agressif. À notre avis, l'aspect spirituel de notre programme ne devrait poser de difficultés à personne. La bonne volonté, l'honnêteté et l'ouverture d'esprit sont les éléments nécessaires pour le rétablissement. Ils sont même indispensables. Il existe un principe qui empêche toute acquisition de connaissances, qui démolit tous les arguments et qui ne peut manquer de garder un homme dans l'ignorance perpétuelle. Ce principe consiste à éprouver du mépris avant d'étudier une question. Herbert Spencer. Wow! Magnifique lecture. J'adore ça. Je vais te laisser la parole. Continue de nous expliquer comment tu vis ton rétablissement. Merci, Lynn. Oui, ça fait un bon segue pour la suite. Dans le fond, quand il parle des conditions pour obtenir, pour rentrer dans le rétablissement, en fait, la bonne volonté, la rigoureuse honnêteté, l'ouverture d'esprit, c'est 3 conditions qu'au début, je n'avais pas, en fait. Après l'Ontario, comme j'ai dit, j'étais allé à Québec. Après Québec, j'étais allé à Montréal. À Montréal, j'ai commencé des études. Je travaillais en même temps. Je consommais en même temps. Éventuellement, les études ont pris le bord. Je travaillais puis je consommais. Puis vers la fin, le travail prenait le bord puis je faisais pas mal juste consommer. Là, éventuellement, j'étais allé en thérapie. C'était une thérapie cognitivo-comportementale. Et à cette thérapie-là, j'ai rencontré une fille. Elle s'appelle Anne-Sophie. Puis rapidement après la thérapie, on s'est mis ensemble, ce qui n'est pas nécessairement suggéré, mais bon, c'est ça qu'on a fait. Puis Anne-Sophie faisait déjà du mouvement depuis... c'était en 2017, ça fait qu'elle en faisait depuis 2014. Elle était capable de réduire sa consommation avec ça, mais elle n'avait pas réussi à arrêter jusqu'à ce moment-là. Mais il se passait quelque chose. Anne-Sophie est née avec la fibrose kystique, puis elle faisait... Peut-être 2 mois après qu'on s'est rencontrés, elle s'est fait annoncer qu'elle faisait un rejet de sa greffe pulmonaire. Donc, pour elle, c'était plus une option à ce moment-là de fuir l'abstinence. C'était une condition pour survivre. Là. C'était rendu vraiment sérieux. Donc, après la thérapie, Anne-Sophie m'avait amené faire quelques meetings. J'aimais pas ça plus que ça. J'aimais pas les lectures que je considérais comme religieuses. J'aimais pas la mention du mot Dieu. J'aimais pas le fait que ça soit écrit en caractère gothique. J'aimais pas les membres, leur sourire. Tout me gossait. Okay? Moi, je suis arrivé comme ça. Donc, c'est pour ça que quand je dis la bonne volonté, je l'avais pas vraiment. En fait, j'étais allé en thérapie dans ma tête pour arrêter de consommer d'autres substances que l'alcool. L'alcool, on m'avait fortement suggéré d'arrêter. Je m'étais dit, OK, pour un moment, je vais faire ça, mais c'était pas encore... j'avais pas constaté que j'étais impuissant devant l'alcool à ce moment-là. Donc, j'avais commencé à faire quelques meetings, plus pour accompagner Anne-Sophie, mais j'accrochais pas. Puis pendant ces mois-là qui ont suivi la thérapie, j'ai essayé d'arrêter de consommer, mais à ma façon, vraiment avec ma volonté déchaînée. Ça a donné ce que ça a donné, en fait, c'est pas une vie là, de se réveiller le matin puis de se dire « OK, aujourd'hui, je consomme pas. » Puis après ça, plus tard dans la journée, il n'est même pas midi, l'obsession commence. Non, aujourd'hui, je consomme pas. La journée continue encore, puis finalement, toute la journée, on se tape sur la tête pour pas consommer, mais finalement, on pense à consommer tout le temps. Là, t'sais. Donc, ça, c'est moi qui ne consomme pas sur ma volonté déchaînée. C'est presque aussi souffrant que de consommer, en fait. Là. Donc, heureusement, ce que AA a à offrir, c'est pas ça. C'est pas de se battre constamment contre une obsession. C'est d'être libéré de l'obsession. Donc, moi, c'est dans l'actif, dans la souffrance, de constater mon échec de ma volonté, en fait, que ma volonté ne fonctionnait pas pour ne pas consommer, qu'éventuellement, j'en ai venu à faire ma première étape convenablement, à constater vraiment que j'étais impuissant devant l'alcool, puis que j'avais perdu la maîtrise de ma vie, et que j'avais besoin d'aide, en fait. En allant dans les salles de meeting, ce que je voyais aussi, c'est qu'il y avait des gens qui avaient commencé en même temps que moi ou à peu près.
qui avaient accroché. Puis eux autres, ben, leur vie changeait, leur regard changeait. Ils accumulaient du temps d'abstinence, puis ça fonctionnait. Là, fait que je pouvais pas nier qu'il se passait quelque chose quand même dans les salles de meeting. Même si j'avais un peu ça en aversion, je pouvais pas croire le contraire. Il se passait quelque chose. Puis éventuellement, ben, à force de rechuter puis de me réveiller le matin exactement au même endroit où je m'étais promis que j'allais plus jamais retourner, ben, je me suis dit comme j'en suis venu à être vraiment complètement désespéré de réussir à arrêter par mes propres moyens. Donc, c'est la souffrance puis le désespoir, en fait, qui m'ont amené à finalement accepter de l'aide, à aller chercher de l'aide chez les AA. C'est pas par vertu, j'aimerais ça dire que c'est ça, mais c'est pas ça, t'sais. Donc, éventuellement, ben, j'ai décidé de prendre un parrain, j'ai décidé de m'impliquer, j'ai décidé de prendre les différentes suggestions d'AA parce que j'avais rien à perdre. J'avais fait le tour de mes ressources, j'avais plus rien à perdre. Et en même temps, à peu près, Anne-Sophie, son rejet s'était empiré, puis elle était plus capable de respirer du tout. Donc, elle était rentrée à l'hôpital, elle était tombée dans un coma, puis il fallait qu'elle ait une greffe bipulmonaire comme là. Puis j'étais rendu avec mon parrain à faire ma 2e, 3e étape. J'étais rendu à aborder le concept de Dieu, un concept que j'avais soigneusement évité depuis longtemps. T'sais. Puis dans l'annexe 2 que Lynn vient de lire sur l'expérience spirituelle, on parle d'un éveil qui est plus sous forme d'apprentissage et d'une expérience. Puis je pense que j'ai vécu un peu des deux. Tu sais, quand j'ai constaté que je pouvais pas fuir cette question-là, ben j'ai essayé de me renseigner. J'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à écouter des podcasts, à essayer de voir qu'est-ce que ça pouvait être, ce concept-là. J'ai essayé aussi le scepticisme que j'ai eu pour le terme Dieu, puis le rejet que j'ai eu pour ce terme-là aussi longtemps, ben, j'ai essayé de tourner le scepticisme vers mes propres pensées puis mes propres conceptions. Qu'est-ce qui me bloquait, tu sais, vraiment. Puis éventuellement, je suis tombé vers des concepts spirituels qui m'ont ouvert l'esprit. Tu sais, je pense qu'il y a une partie vraiment d'éveil qui a dû avoir lieu à ce moment-là. Puis, ben, quand Sophie est dans le coma, mon parrain m'avait fortement suggéré de prier, tu sais, pour juste être en paix. Puis, mais je savais pas comment faire. Il y avait les prières du gros livre, mais la mère d'Anne-Sophie faisait à la non. J'ai demandé à un moment donné, ben, toi, comment est-ce que tu pries? Ben, est-ce que tu pries, puis comment tu le fais? Puis elle m'a dit, ben, tu sais, moi, je sais pas, en fait, je peux pas prier pour qu'Anne-Sophie ait une greffe, parce que si elle a une greffe, peut-être qu'en fait, elle va juste souffrir plus longtemps, puis elle va mourir quand même. Peut-être qu'elle va se réveiller, elle va être légume. Je peux pas prier pour des résultats, en fait. Tout ce que je peux faire, c'est prier que Dieu m'aide à être une bonne mère. Puis moi, je savais pas que tu pouvais prier comme ça. Ça m'a surpris, tu sais. Puis le soir, ben, j'ai essayé. Moi, quand je vis de l'insécurité, quand je vis de l'impuissance, j'ai tendance à tout me mettre sur les épaules, tu sais, à essayer de prendre en charge des choses qui ne m'appartiennent pas puis que je suis pas capable de contrôler. Puis cette pression-là, cette angoisse-là, c'est invivable à long terme. Puis ben là, j'ai décidé je vais faire la prière de la sérénité. Puis après ça, ben, j'ai juste prié pour avoir de l'aide pour être un bon amoureux. C'est tout. Puis j'ai senti une paix à ce moment-là. J'ai vraiment senti une paix. Puis ça m'a surpris. C'était comme, OK, il s'est passé quelque chose, tu sais. Dans un moment qui était vraiment difficile, j'étais capable de vivre une certaine sérénité. Puis j'ai comme constaté à ce moment-là que, peut-être que une expérience spirituelle peut me rendre la raison, tu sais, peut m'aider aussi à pas entretenir une obsession de consommer. Ça peut m'aider dans d'autres domaines de ma vie. T'sais. Fait que je pense que ça a été l'espèce d'expérience spirituelle, moi, qui m'a permis de commencer à entretenir un contact conscient avec quelque chose de plus grand que moi. Puis AA met vraiment des conditions, je pense, qui sont idéales pour ça, parce que AA n'impose absolument aucun concept de puissance supérieure, aucun concept de Dieu. C'est libre à chacun. Pour moi, c'était vraiment nécessaire. Si on m'avait imposé un concept, j'aurais fui immédiatement. Je ne serais pas resté. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut préserver à tout prix. Puis c'est dans nos traditions. C'est vraiment écrit dans notre littérature aussi. Donc, c'est ça. J'ai la 2e, 3e étape, c'est à travers ça que je me suis engagé. Puis dans la 3e étape, c'est une décision, hein, donc de confier notre vie et notre volonté. Puis cette décision-là, pour moi, ça a été aussi de continuer finalement à m'engager dans le programme de rétablissement, à continuer les étapes avec mon parrain. Wow! T'as compris vite. Plus vite que moi. Hey, merci beaucoup. On va retourner à une nouvelle pause publicitaire puis on revient tout de suite après. Merci.
Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, J'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je me prénomme Lynn, puis je suis en compagnie de notre invité, Hugo. Notre site internet unjouralafoi-émission.org vous donne accès à nos balados qui contiennent toutes les émissions de l'année en cours, de même que tous les partages enregistrés depuis 2017. Vous y trouverez aussi l'horaire de diffusion de l'émission et la fréquence de nos radiodiffuseurs. N'hésitez pas à nous écrire et à nous faire part de vos commentaires. Vous êtes aussi les bienvenus à venir nous livrer votre témoignage en studio ou encore à vous impliquer dans notre équipe si le cœur vous en dit. Alors, on va poursuivre le beau témoignage d'Hugo. Je te laisse la parole. Merci, Lynn. Ouais, donc, j'en étais rendu à... Anne-Sophie était dans le coma. J'étais en train de faire ma deuxième, troisième étape. À un certain moment, Anne-Sophie, finalement, a eu une greffe. Ça a été une très longue hospitalisation. Ça a été suivi d'autres dures épreuves. Mais pendant ce temps-là, je m'étais engagé. J'avais pris la décision de confier ma vie et ma volonté aux soins d'une puissance supérieure et de continuer le programme. Fait que j'ai embarqué là-dedans avec mon parrain. Puis, pour parler peut-être un peu de la quatrième étape, de l'inventaire moral approfondi, on fait un inventaire des ressentiments, un inventaire des peurs, un inventaire sexuel. Puis je trouve que ça a vraiment une belle cohésion, en fait, cet inventaire-là. Le ressentiment, j'ai vraiment une facilité à faire du ressentiment. C'est un don que j'ai, moi. Je peux vraiment faire ça sans aucun problème. Ça m'arrive même, mettons, je suis en train de faire la vaisselle chez nous, là. Je suis en paix, je suis en train d'écouter de la musique, tout va bien. Puis là, d'un coup, il y a comme une situation fictive qui va popper dans ma tête. C'est pas arrivé, là, c'est fictif, t'sais. Puis là, je vais me mettre en tabarouette, là, pour aucune raison. Je suis en train de faire la vaisselle chez nous, là, moi, je peux faire du ressentiment sans même être en contact avec un autre être humain. Là, fait que par contre, la racine de ça, de ce que j'ai vu dans mon inventaire, c'était la peur. C'est que j'ai une peur en quelque part. Puis chez moi, la peur, ce que ça fait, c'est que ça va me donner le besoin de fuir, le besoin de ne pas me sentir, puis aussi le besoin de contrôle. Donc, si j'ai peur du regard des autres, je vais vouloir contrôler le regard des autres. Puis chez moi, ça se manifeste en volonté déchaînée. Quand j'ai un besoin de contrôle, c'est pas juste un peu. Là, donc, une volonté déchaînée, ce que ça crée, c'est que éventuellement, je fais plus attention à la volonté puis aux autres, en fait. Là. Je vais commencer à marcher sur les pieds des autres. Puis les autres, en retour, vont réagir. Puis s'ils réagissent, je vais commencer à faire du ressentiment. Puis mon ressentiment, je vais m'en servir, en fait, pour transformer la réalité. T'sais, si, je sais pas, j'arrive en retard à la job, j'ai un regard ou une parole de mon patron, peut-être que je vais commencer à faire du ressentiment. Ah, pourquoi il m'a regardé comme ça? Je me sens que je n'étais pas si en retard que ça. OK, plus tard dans la journée, ça va devenir comme... Il me semble que je n'étais même pas en retard. Il était vraiment pas correct de me dire ça, t'sais. Puis après ça, j'étais d'avance. Puis, mon Dieu, je me démène pour ce job-là. Puis, plus que je vais me repasser en boucle cet événement-là, plus que la réalité va se transformer en quelque chose de complètement différent de ce qui est arrivé pour vrai. T'sais. Fait que quand je fais un inventaire sincère, moral, approfondi, je peux voir c'est quoi vraiment mon côté. C'est quoi mon côté de la rue, c'est quoi le côté de l'autre, puis me concentrer sur qu'est-ce que j'ai fait, c'est quoi mes torts, puis plus tard dans les étapes, éventuellement de cleaner mon côté de rue. C'est ça qui est important, je pense. Je peux pas m'occuper du côté de rue de l'autre, c'est vraiment le mien. T'sais. Fait que c'est ça, peur qui mène à besoin de contrôle, volonté déchaînée, puis éventuellement ressentiment. Donc, ce processus-là de quatrième étape m'a aidé énormément à voir justement où est-ce que... On l'appelle des fois des défauts de caractère, des carences, des mécanismes de défense. Qu'est-ce qui se passait en moi pour que ces comportements-là jaillissent? Parce qu'en fait, ce qui est difficile des fois, je pense, c'est parce qu'on a l'impression que ces comportements-là, c'est nous, tu sais. Mais on parle pas on n'est pas nécessairement des êtres fondamentalement égoïstes, égocentriques, malhonnêtes.
Mais on a des comportements égoïstes, égocentriques, malhonnêtes. C'est pas nécessairement mon identité profonde, ces choses-là, mais faut que, si je me regarde sincèrement, honnêtement, j'ai pas le choix de constater que oui, ça fait partie de mes comportements. Mais j'ai un pouvoir là-dessus quand même. Puis, en partageant cet inventaire-là avec un autre être humain, ben, j'ai pu recevoir une compréhension, un regard de non-jugement d'un autre alcoolique qui avait vécu des choses semblables ou qui partageait les mêmes comportements que moi. Cette identification-là, déjà, c'est vraiment un baume. Ça aide vraiment à commencer à se regarder avec un regard qui est différent. T'sais. Puis éventuellement, ben, ça nous mène aussi à la sixième étape. La sixième étape, c'est quand même un gros point tournant, selon moi, d'en venir à vouloir que Dieu élimine mes défauts. T'sais. Donc, c'est de faire de la place pour que Dieu agisse. Pour moi, je relie énormément la sixième étape avec la prière de la sérénité, au sens où c'est une étape de faire confiance, c'est une étape de foi. Parce que si j'ai mes peurs puis je décide d'agir sur mes peurs, je laisse pas la place pour que Dieu puisse agir dans ma vie. Tandis que si je vois ma peur, que je confie les résultats à une puissance supérieure, puis je décide d'agir selon des valeurs, ben là, je laisse la place pour que Dieu agisse. Je donne un exemple. À un moment donné, avec mon patron, j'étais retourné dans mon domaine en brisant un peu mon anonymat. Moi, je fais du pilotage. Puis le premier contrat que mon patron voulait me donner, c'était avec la police de chercher les plans de potes. Mais mon patron ne savait pas à ce moment-là que moi, j'avais un dossier criminel. Fait que, il m'annonce ça dans le bureau, puis là, tout de suite dans ma tête, ça part, si je dis, c'est sûr qu'il va me mettre dehors immédiatement. Puis je sors de son bureau, puis c'est ça, les peurs qui commencent à jaillir, puis le discours intérieur de malhonnête, en fait, le discours malhonnête. Mais je suis dans mes étapes à ce moment-là. Puis là, je me dis, OK, ben, si je veux confier mes défauts de caractère à Dieu, si je veux confier ma malhonnêteté, parce que ça serait ça ma tendance là, à ce moment-là, ça serait de ne pas le dire à mon patron pour essayer de contrôler les résultats, c'est-à-dire de garder ma job. Ben, si je veux laisser Dieu agir dans ma vie, il faut que je fasse un acte de foi, il faut que je fasse confiance à Dieu, puis que je confie les résultats. Puis ça va être ce que ça doit être. That's it, that's all. Donc, j'ai retourné dans le bureau de mon patron, puis j'ai dit, écoute, j'ai un dossier, là, j'ai un dossier criminel pour conduite de faculté affaiblie. Puis il m'a dit, ben, OK, merci de me l'avoir dit. Moi, je vais dire, je le dirai pas nécessairement tout de suite aux policiers, de toute façon, ils l'ont pas demandé. Si jamais ils font l'enquête puis ils s'en rendent compte, ben, je vais leur dire que tu es le seul pilote qui est disponible, puis on verra bien. That's it, that's all. J'ai fait, il y a un poids qui est tombé sur mes épaules à ce moment-là. Moi, je me jugeais tellement d'avoir un dossier. Je me pardonnais tellement pas cet événement-là. Puis là, j'ai pu partager avec confiance avec un autre être humain. Puis il y a eu ce résultat-là qui est arrivé puis qui m'a fait un bien immense pour mon estime pour la suite. Là, donc, c'est ça. La sixième étape, ça a été le travail d'agir contre mon instinct. T'sais. Puis après ça, ben, la septième, de confier les résultats finalement à Dieu en agissant pas selon mes peurs, mais selon des valeurs spirituelles qui m'ont été enseignées par A. Donc, ça, on le fait dans le processus de suivre la quatrième étape, la cinquième étape sur des événements du passé, mais on peut aussi les mettre en pratique dans notre quotidien. Concernant l'inventaire, c'est sûr qu'on a accumulé pas mal de stock. Hein, fait que éventuellement, il faut faire le clean-up de ça aussi. Donc, c'est là qu'on a une huitième puis une neuvième étape. De faire une liste, on peut se référer à la quatrième étape pour aller chercher des noms à qui on doit faire des amendes honorables. Des fois, il y a des noms qui viennent à l'extérieur de la liste de la quatrième étape, mais éventuellement, on se retrouve avec quand même une bonne quantité de personnes, généralement. Puis, là, on en vient à faire une neuvième. Puis la neuvième, encore une fois, c'est quand on parle des promesses des AA, mais c'est les promesses de la neuvième étape. Hein. Donc, quand nous serons rendus à la moitié du chemin, ces promesses-là vont arriver. La moitié du chemin, selon ma compréhension, c'est la moitié de mes neuvièmes étapes. Là, donc, la neuvième, je pense que c'est vraiment l'intention qui est derrière ça. Parce que dans la neuvième, on ne nous parle pas de demander pardon. C'est pas nous avons demandé pardon à ces personnes, c'est on a réparé nos torts directement envers ces personnes. Puis, pour moi, se réparer les torts, l'intention, c'est pas de me faire pardonner. Parce que moi, même quand je consommais,
j'avais beaucoup de facilité à m'excuser, tu sais. Hey, hier, j'ai fait un vrai fou de moi, j'ai fait des affaires pas correctes, là, je me tombe sur la tête, tu sais, j'agis en victime. Puis là, éventuellement, la personne que j'ai lésée va faire « Ben non, t'es pas si pire que ça, c'est correct. » Tu sais, je vais chercher finalement un pardon, mais qui me sert à quoi, en fait? Ben, à agir exactement de la même façon plus tard, là. Tu sais, j'ai aucune volonté réelle de changer là-dedans, là. Fait que quand on dit réparer nos torts, je pense que c'est plus que ça. L'intention, c'est vraiment d'aller réparer qu'est-ce que j'ai fait. Des fois, ça va se présenter sous une forme qui est très tangible. Si j'ai une dette, je peux la rembourser, par exemple. D'autres fois, ça va être simplement de s'engager à ne pas répéter le comportement, là, tu sais. Donc ça va prendre du temps. Des fois, c'est avec des années que ça va prendre, mais en changeant fondamentalement le comportement puis les valeurs qui motivent ce comportement-là, l'amende honorable peut peut-être se faire, tu sais. Puis ça, ben, ça nous embarque dans une espèce de cercle vertueux où... Parce qu'avant, moi, je regardais mon passé, tu sais, je regardais ce que j'avais fait hier, puis tout ce que je pouvais voir, c'était des choses qui me causaient de la honte puis de la culpabilité. Fait que c'est sûr que si j'ai cette image-là de moi d'hier, ben je peux pas être dans une position où j'ai de la bienveillance pour moi, pour le moi de demain. Tu sais, je peux pas mettre des choses en place dans ma vie qui vont me profiter demain. Je vais continuer à avoir une mauvaise image, à prendre des mauvais choix, à continuer dans mes mauvais comportements. Mais quand je vais être rendu le lendemain, ben encore une fois, en regardant la veille, ce que je vais voir, c'est les mêmes comportements. Fait que là, je suis dans un cercle de dépréciation, puis de mauvaise estime, puis ça ne finit pas. Puis la difficulté, je pense, dans notre processus, ça prend un point. Pour sortir de ce cercle vicieux-là, ça prend un point où, même si je n'ai pas cette estime-là pour moi, même si quand je regarde hier, il s'est passé, j'ai juste fait des erreurs, il faut quand même que aujourd'hui, je décide d'agir selon mes valeurs, puis de faire des choses pour moi demain, de me donner de la valeur pour demain, pour que quand je vais être rendu là, je vais regarder ce que j'ai fait hier, ben finalement, hier, c'était pas si pire, c'était un beau 24 heures. Oh, j'apprécie vraiment ton message. On va s'arrêter pour une dernière pause, puis on revient tout de suite après. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour, ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invité d'aujourd'hui, Hugo. Nous sommes de retour pour le dernier segment de l'émission Un jour à la fois. Pour trouver une réunion près de chez vous ou en connaître davantage sur le mouvement des AA, consultez le site internet aa-québec.org. Vous pouvez également nous joindre par téléphone de partout au Québec en composant le 1-866 ligne AA ou si vous préférez 1-866 54 63 22. Une personne est présente à ce numéro pour vous écouter de 9 à 22 heures, 7 jours sur 7. Les réunions des alcooliques anonymes sont accessibles via Zoom, par téléphone ou en personne. Alors, nous allons terminer ton excellent message. Merci, Lynn. Ouais, fait, juste pour en finir peut-être avec nos étapes, avec notre programme. Les étapes qui suivent, la 10, 11, 12, c'est de l'entretien, de ce que j'en comprends. Là. C'est pour continuer, en fait, à faire les étapes de 1 à 9 au quotidien. Je fais pas ces étapes-là d'une façon parfaite. Puis je doute que bien des membres fassent ça d'une façon parfaite. T'sais. Mais l'idée, c'est, je pense, d'essayer de tendre vers une amélioration. Puis des fois, je pogne un 24 heures où je vais avoir fait pas mal tout ce que j'avais à faire. T'sais. C'est le fun de constater que quand je remarque que peut-être j'ai été dans un comportement, de pouvoir immédiatement réparer mon tort, comme c'est marqué dans le 10, de pouvoir, comme je me vois aller, je vais essayer de réparer ça tout de suite. Le soir, faire un inventaire,
de ma journée, ça va me permettre de m'observer. C'est quoi les défauts qui se manifestent le plus souvent? Est-ce que je continue à être malhonnête? Est-ce que je continue à être égocentrique? Est-ce qu'il y a des choses que je garde encore pour moi, que je devrais exprimer à d'autres personnes? Puis, de ne pas le faire d'une façon qui est culpabilisante, juste de le faire avec un regard neutre, dans le but de s'améliorer simplement. Puis le matin, quand je me réveille, j'ai encore mon inventaire de la veille que je peux faire, que je peux me référer, puis je peux préparer mon 24 heures. Je peux prier puis méditer pour faire en sorte que cette journée-là, je vais essayer de tendre vers l'amélioration. Je vais essayer de ne pas répéter les erreurs de la veille. Je vais essayer de ne pas agir dans la malhonnêteté, de ne pas agir dans l'égocentrisme, d'agir plutôt dans des valeurs, parce que c'est dur d'agir contre. Hein? Donc, c'est plutôt de mettre en pratique les valeurs qui m'ont été transmises par AA, c'est-à-dire la bienveillance, l'humilité, l'honnêteté, l'ouverture d'esprit, etc. Il y en a plusieurs. Donc, en me préparant le matin, en préparant mon 24 heures, en me mettant dans le bon mindset, c'est sûr qu'il y a plus de chances que ça se passe bien puis que mon inventaire le soir soit mieux. Puis, c'est ça, transmettre le message de pouvoir accompagner des personnes dans ce programme-là, c'est vraiment un cadeau inestimable. Pour moi, j'ai toujours mieux appris en transmettant. En fait, ça consolide énormément les acquis. Ça me permet aussi des fois, je donne un devoir à un fiole, puis je me disais que je fais plus ça, moi. Il faudrait peut-être que je le fasse, tu sais. Puis de constater l'amélioration chez quelqu'un, de constater pas juste une amélioration, mais une transformation, c'est vraiment un beau cadeau. Moi, je souhaite vraiment à tout le monde de vivre ça un jour. Puis si vous restez dans AA, c'est certain que vous allez le voir. On le voit fréquemment dans les réunions. Puis pour moi, c'est une des principales motivations pourquoi je continue d'en faire. C'est quand on voit quelqu'un se transformer comme ça, c'est fabuleux. Là, c'est vraiment le fun. Fait que pour vous dire un petit peu peut-être qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, comment c'est, il y a énormément de promesses qui sont réalisées. J'ai été avec Anne-Sophie pendant 7 ans. Le 29 mars, donc 2024, je ne sais pas quand est-ce que les gens vont écouter l'émission, là, mais le 29 mars, le 29 septembre 2024, ça a été notre anniversaire de 1 an de mariage, mais ça a été aussi notre anniversaire, pas un anniversaire, mais plutôt le 6 mois du décès de Anne-Sophie. Elle est morte le 29 mars 2024. Donc, c'était une date difficile. Le 29 mars, quelques jours avant, en fait, c'était la fête d'Anne-Sophie. Elle était sortie de l'hôpital parce que ça faisait déjà... elle avait eu une très longue hospitalisation. Puis, elle était sortie de l'hôpital pour fêter sa fête. Puis, elle avait amené... à ce moment-là, c'était fait prescrire des Dilodyne parce qu'elle était en grosse douleur. Les Dilodyne, qui est donc un opiacé. T'sais. Quand elle était retournée à l'hôpital, elle avait laissé les pilules chez nous. Puis, à un moment donné, j'ai commencé les pilules ont commencé à me faire des petits clins d'œil. T'sais. Ils ont commencé à m'appeler pas mal. Puis, ça faisait longtemps, ça faisait des années que j'avais pas eu d'obsession. Là. Mais là, j'ai constaté que j'étais en train de m'avoir moi-même. Là, t'sais. Donc, avant de toucher à ça, le réflexe, ça a été d'aller faire un meeting. Parce que ça fait un peu plus que 6 ans que je fais du meeting, puis que je suis steady. Pour moi, c'est un non négociable. Il faut que ça soit un non négociable. Donc, le réflexe était là. J'étais allé faire un meeting, puis après ça, j'ai dit à Anne-Sophie, écoute, si ça te dérange pas, les pilules, j'aimerais ça les jeter parce que je commence à avoir des obsessions. T'sais. Donc, aucun problème, oui, c'est sûr. Fait que je suis arrivé chez nous, j'ai pas enlevé mes souliers, j'étais allé direct vers les pilules, je les ai pris, je les ai mis dans la toilette, j'ai flushé ça, j'ai pas consommé. Puis, quelques jours après, peut-être 3 jours après, Anne-Sophie prenait la décision d'aller aux soins palliatifs. Puis, 5 jours après avoir pris la décision, elle décédait. Mais j'imagine aujourd'hui, tu sais, si j'avais rechuté, qu'est-ce que ça aurait été? Quelle honte puis quelle culpabilité j'aurais traîné de ça? Hey, tu peux pas caler malade au décès de ta femme, là. Tu sais, c'est une fois, là. Fait que j'ai pu être là, tu sais, j'ai pu être là physiquement, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement. J'ai pu l'accompagner. Puis ça, c'est pas un cadeau de je sais pas c'est quoi, là, tu sais. Donc, de pouvoir, c'est ça, être un amoureux pour une amoureuse, de pouvoir être un fils pour mes parents, de pouvoir être un ami pour un ami, de pouvoir être un membre pour un autre membre. C'est tous des cadeaux du programme, finalement, tu sais.
ce livre-là, ce programme-là, ça m'a permis de rentrer en contact avec quelque chose de plus grand que moi, de sentir que je fais partie de quelque chose de plus grand. C'est plus grand que moi, mais j'en fais partie. T'sais. Puis quand je me sens connecté comme ça, ben, je me sens sur mon X, je me sens à ma place. Je sens plus que le monde est contre moi. T'sais. Je sens plus que c'est moi versus l'univers. Là, c'est une aventure. Puis je suis accompagné par des êtres exceptionnels, par une puissance supérieure. Puis je suis plutôt dans un rôle de... Puis encore là, quand je dis ça, c'est pas tout le temps à chaque minute de mon 24 heures, hein? Mais je me sens de plus en plus fréquemment dans un rôle d'élève, tu sais, que je suis là pour apprendre des choses. Je suis pas un expert dans quoi que ce soit, je suis pas un expert dans la vie. Là. C'est pas moi qui l'ai écrit, ce livre-là, puis ce programme-là. Je suis juste là pour essayer de mieux l'apprendre, de mieux le mettre en pratique, d'apprendre des autres êtres humains, d'avoir des professeurs insoupçonnés dans des gens que j'aurais pas cru qui pourraient m'enseigner ces choses-là. Tu sais. Puis c'est beaucoup plus doux d'être dans un rôle d'élève, dans un rôle d'humilité que dans un rôle défensif de moi contre le monde, parce que le monde finissait toujours par gagner. Ouais, fait que c'est ça, toucher à une nouvelle liberté puis un nouveau bonheur, je pense que pour moi, c'est ça que ça signifie. Tu sais, je peux faire des choix qui sont pas motivés par mes peurs, qui sont pas motivés par des blessures inconscientes que je traîne. C'est plutôt motivé par des valeurs spirituelles puis une foi. Je suis capable de m'observer puis de voir ça serait quoi mon comportement si je faisais pas confiance à ma puissance supérieure, si j'essayais de tout contrôler. Je peux voir ces choses-là puis faire « Oh, attends un petit peu, on va essayer de mettre en pratique le mode de vie. » Puis là, je reprends une certaine liberté, un certain contrôle sur ma vie, comment j'agis, comment je me comporte avec les autres, tout en confiant les résultats. Moi, je suis juste responsable de comment j'agis. Puis moi, ça a l'air que pour bien dormir le soir, ben, c'est ça que ça me prend. T'sais. C'est que mon côté de la rue soit clean, c'est que j'ai agi selon mes valeurs. Puis même si des fois ça fait pas l'affaire de certaines personnes, même si j'ai pas nécessairement les résultats que je crois qui seraient idéaux pour moi, c'est les résultats qui doivent être. Puis juste d'avoir agi selon mes valeurs à moi, ça me suffit. T'sais. C'est suffisant pour moi pour ne pas réavoir cette obsession-là de consommer. Ça me garde grounded. Ouais, s'il y a par exemple un nouveau qui écoute, ben, je dirais d'embarquer là-dedans, de prendre des suggestions le plus rapidement possible parce que ça fonctionne. On a vraiment une solution. Tu as vécu des situations quand même passablement difficiles pour la majorité des gens dernièrement. Dirais-tu qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune bonne raison pour aller consommer? Parce qu'on sait qu'on en avait des bonnes raisons pour aller consommer, hein, quand on consommait. Est-ce que tu dirais ça aujourd'hui? Absolument. Ben oui, je suis tout à fait d'accord. C'est sûr qu'il y a des émotions que mon réflexe naturel, ça serait de les geler. Mais en quoi est-ce que ça améliorerait ma situation? Cette émotion-là va pas... cette blessure-là va pas s'en aller juste parce que je vais prendre un verre. Là, au contraire, c'est plus que j'essaie de l'enterrer, puis plus qu'elle va rebound plus tard, décupler. Là, fait que, effectivement, aucune bonne raison de retourner là. Puis tu dirais que ta vie, elle a pris un tournant à combien de degrés? Entre je consomme et j'arrête de consommer? On pourrait dire 180. 180, ah oui, hein? Moi aussi. Alors, je te remercie infiniment, Hugo. Ton message était tellement bon, tellement beau pour moi, en tout cas. J'espère que ça a été la même chose pour les auditeurs. Puis je suis convaincue que s'il y a un alcoolique qui a écouté, il doit avoir compris certaines choses sur sa maladie, même s'il ne fait pas partie de notre beau mouvement. Pour moi, ce mode de vie-là, ça a été... ma libération totale. Aujourd'hui, comme tu dis, même si mes 24 heures sont pas parfaits, là, puis que des fois, je retombe dans mes comportements, je veux plus jamais quitter ce mode de vie-là pour retourner à l'ancien. Jamais, jamais. On est bien dans Alcoolique Anonyme. Merci, Hugo. Wow. Merci beaucoup, Lynn.
Je tiens à remercier tous les participants à cette émission, notre invité Hugo, les auditeurs et toute notre équipe, Alain à la technique. Ici votre animatrice Lynn, qui vous invite à une prochaine émission d'Un jour à la fois. À très bientôt.